Un an après, Charlie Hebdo, Mohamed Chirani, notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant, spécialiste de la radicalisation. Vous avez aussi été délégué du préfet pour les quartiers sensibles de la Seine-Saint-Denis. Ça, c'était de 2009 à 2013. Et surtout, la France vous a découvert il y a quelques semaines, le 20 novembre, une semaine tout juste après les attentats du Bataclan et du 11e arrondissement, lorsque sur le plateau d'ITélé, face à Olivier Galzi, il s'est passé cela. Regardez. ونحن الذين سيثبتنا الله ونحن على الحق وأنتم الظالمون. اعلم أن قتلانا الفرنسيين المواطنون الأبرياء في الجنة وقتلاكم الإرهابيون في النار. اعلم أن الله مولانا ولا مولى لكم. وأريد أن أقول لكم بأننا سنجاهدكم بالقرآن. Voilà. Ce soir-là, vous décidez de parler d'abord en langue arabe avant de traduire vos propos pour vous adresser, à ce moment-là, vous le dites, au monde musulman, à l'ensemble du monde musulman, pas seulement aux Français. Et c'est un plaidoyer pour la paix, un réquisitoire contre la terreur de Daesh. D'ailleurs, où étiez-vous le 7 janvier En fait, mon engagement, il a commencé le 7 janvier 2015. J'avais quitté la France. Un an avant, j'avais écrit un livre qui s'appelle Réconciliation française, notre défi du vivre ensemble, où j'expliquais que nous allons vers connaître une période de haute tension et que notre modèle allait être menacé. Et j'avais quitté la France, en fait, parce que je pouvais rien faire et j'ai eu une période difficile. J'étais en Angleterre. Et le 1er janvier, j'étais de passage à Paris pour les vacances de Noël. Et j'avais dit à mes amis, au café Les Éditeurs, cette année, ça va tirer dans les rues, ça va mitrailler. Moi, la France, je l'aime et je la quitte. Malheureusement, je ne serai pas là. Et le 7 janvier, quand il y a eu l'attentat, j'ai été meurtri à double titre en tant que Français parce que des concitoyens ont été tués. Et aussi après la policière municipale et l'hypercachère, des juifs tués parce que juifs. Et là, en fait, j'ai décidé de m'engager et de revenir en France. Alors vous revenez en France. Ce coup de gueule que vous poussez sur le plateau d'ITélé, il y a beaucoup de monde devant la télévision, évidemment, ce soir-là. Ensuite, c'est relayé beaucoup sur les réseaux sociaux. Des millions de personnes ont vu, au fond, cette séquence. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ensuite, je reçois des menaces. Je reçois des menaces, des tweeters de ceux qui se disent des djihadistes français en Syrie, qu'ils veulent m'assassiner, me tuer, que je suis un apostat, etc. Et vous savez que ça va arriver quand vous le faites, non ? Oui, je savais que je prenais Vous assumez ce risque ? Oui, j'assume ce risque. J'assume ce risque et je refuse la protection et je ne demande aucune protection policière. Je suis un homme de foi. Pourquoi ? Et que, en fait, je crois que nous sommes dans une période de crise, de trouble, de terreur. Le principe des terroristes est de terroriser. Et la résistance, c'est d'affronter, de dépasser sa peur. Vous savez, j'ai vécu une période de ma vie en Algérie. À l'âge de 9 ans, mon père, ancien ouvrier des chemins de fer, décide de rentrer en Algérie. Oui, vous y avez passé une dizaine d'années. Je vis la période de la guerre civile, du terrorisme. Et j'ai appris à vivre avec la peur, à la dépasser. Et je suis quelqu'un aussi qui a la foi. Comme le général de Gaulle, je crois en Dieu et je crois en l'avenir de ma patrie. Alors aujourd'hui, votre combat, il se manifeste comment ? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour lutter contre Daesh, notamment, qui est derrière la tuerie du 13 novembre, les tueries du 13 novembre ? D'abord, il y a la guerre idéologique. La guerre idéologique, Daesh a produit 900 vidéos en 2 ans et demi. Des vidéos super sophistiquées. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement français ? Stop djihadisme, 5 vidéos de 3 minutes. C'est ridicule. Il y a une véritable machine à propagande, une boîte de production qui s'appelle Al-Furqan, avec des moyens d'État. Alors c'est sur les réseaux sociaux qu'il faut mener le combat, et sur le terrain. Sur les réseaux sociaux, on a créé une association qui s'appelle Parle-moi d'Islam. Des Français, musulmans et non musulmans, qui travaillent sur le contre-discours radical. On fait des vidéos sur YouTube, Facebook et Twitter. Sur le terrain, aujourd'hui, je suis consultant auprès des scouts musulmans de France qui diffusent
à un islam humaniste et citoyen. Marie. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que entre ce qui s'est passé vraiment juste après le 7 janvier, c'est qu'il y avait face à face des partisans, j'allais dire des intégristes de la liberté d'expression qui faisaient face à des fanatiques. Est-ce qu'on peut dialoguer? Est-ce qu'on peut retrouver le dialogue entre ces Français laïcs, etc., et les musulmans qui sont choqués par les caricatures? Est-ce que vous croyez qu'on peut dialoguer? Est-ce que vous croyez qu'on peut arriver à trouver un terrain d'entente, à serrer la main au milieu du pont? Vous savez, en fait, il y a la haine. La haine, c'est deux faces du même visage. Aujourd'hui, je reçois des insultes ou des menaces de gens qui sont soit islamophobes, haineux, racistes, et aussi, surtout, intégristes et fanatiques. Et en fait, il y a deux extrêmes qui parlent le même langage, même s'ils se situent à l'opposé. Avec eux, je crois que c'est des cas désespérés. Mais par contre, la majorité des Français, qu'ils soient musulmans ou pas, c'est avec eux qu'il faut travailler pour la fraternité. Alors, est-ce que vous êtes soutenu par les responsables musulmans parce que moi, je vous trouve bien seul. Alors, je me trompe peut-être, mais je vous trouve bien seul. Alors, je vais vous dire quelque chose. Quand je marche dans la rue, ce qui m'intéresse le plus, c'est mes concitoyens, qu'ils soient musulmans ou pas. Quand je vais à la mosquée de Paris prier le vendredi, les gens viennent me remercier. Quand je marche des fois ou je rencontre des gens dans des cafés, les gens viennent me remercier, qu'ils soient musulmans ou pas. Les musulmans me disent merci de dire ce qu'on pense. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je commence à me faire connaître, à aller voir les responsables du culte musulman. J'ai rendez-vous tout à l'heure avec le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubacar. Et petit à petit... Qu'est-ce que vous allez lui dire? Je vais lui dire comment on va travailler ensemble. Et donc, je travaille sur plein de projets. Donc, il y a énormément de choses à faire. Et aujourd'hui, il faut unir notre force. Et j'appelle aussi à un patriotisme fraternel contre le nationalisme haineux et l'intégrisme. Christophe. Les menaces que vous avez reçues, les commentaires que vous pouvez avoir sur vos réseaux sociaux, est-ce que ça vous donne parfois le sentiment que l'incrustation des thèses de Daesh dans la communauté musulmane française est beaucoup plus profonde que ce qu'on croit? Ou au contraire que ce ne sont qu'une toute petite minorité de fanatiques? Alors, une minorité, certes, ça restera une minorité, mais il y a eu ce que j'ai découvert en les 2 dernières années, depuis que j'ai quitté mon poste de délégué du préfet, c'est qu'il y a eu une très forte pénétration des idées de Daesh dans certains de nos quartiers et chez les jeunes. Et aujourd'hui, il faut lancer cette contre-offensive idéologique. Je reste convaincu... Comment vous l'expliquez d'ailleurs, cette forte pénétration, comme vous dites? C'est un vide identitaire, spirituel. Et la nature a horreur du vide. Et face au vide, voilà ce qui se fait. Et aussi une incapacité à faire face aux problèmes. Réellement, tenir le taureau par les cornes. Prenons par exemple l'exemple de la déchéance de nationalité. Ce faux débat. Je viens d'écrire une tribune dans le Huffington Post où je dis, Monsieur le Président de la République, la déchéance de nationalité, oui, à condition que ça soit pour tous les Français. Parce que là, c'est dangereux. Vous savez que les victimes du terrorisme, il y a Charlie, il y a l'hypercacher, il y a le 13 novembre. Mais aussi aujourd'hui, la victime, ça va être nos principes républicains. Et j'accuse le Premier ministre, Manuel Valls, de faire sauter une digue de notre modèle républicain. La légalité. J'accuse Manuel Valls, aujourd'hui, que sous prétexte de lutter contre les idées d'extrême droite, il est en train de les embrasser. Et j'accuse le Premier ministre, Manuel Valls, les députés de l'Assemblée nationale qui s'apprêtent à voter cette loi et cette modification constitutionnelle et la classe politique de violer l'article 1er de la Constitution française qui dit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de religion. Elle respecte toutes les croyances. C'est l'article sacré, premier de la Constitution et le fruit de siècles de combats. » Le Premier ministre a tranché hier soir, il l'a annoncé, et après on verra ce que décidera le Parlement sur cette question. Est-ce que selon vous, cette déchéance peut pousser de jeunes franco-tunisiens, franco-algériens, franco-marocains à se radicaliser? Je vais vous dire quelque chose. Daesh aujourd'hui, elle dit aux jeunes,
vous n'êtes pas de véritables Français. Vous n'êtes pas des Français à part entière, et vous êtes des Français à part. Manuel Valls a dit « mesure symbolique ». Bravo. Mesure symbolique. Voici, vous confirmez ce que dit Daesh. Vous êtes des Français à part. Aujourd'hui, nous avons 3 millions, ou plus de 3 millions de binationaux sur le territoire national. 2 millions à l'étranger qui sont mariés avec des étrangères et qui vont avoir des enfants binationaux. Aujourd'hui, on va créer une distinction entre des binationaux et des mononationaux. C'est intéressant parce qu'on explique dans ce débat depuis des jours et des jours maintenant que c'est un des principaux arguments d'ailleurs de ce débat, que ça n'a pas d'impact. Et ça n'a pas d'impact. Et c'est contre-productif. Pourquoi cette colère si effectivement ça n'a pas d'impact Parce que l'idée c'est quoi? C'est d'empêcher que ces tueries se reproduisent. Et on nous explique, les opposants nous expliquent que ça n'aura pas d'impact, qu'il n'y aura pas d'effet. Vous nous dites le contraire ce matin. Contre-productif, je dis, s'il y a des chances de nationalité, c'est pour tous ou pour personne. On ne distingue pas des Français, qu'ils soient binationaux ou nationaux. Vous savez, la loi sur le statut des Juifs de Vichy, en 1940, elle avait pour but de déchoir les Juifs de leur nationalité. Et je dis à Manuel Valls, permettez-moi de lui dire un dernier mot. Il est encore au gouvernement pour 17 mois. Premier ministre. Aujourd'hui, il est au pouvoir. On ne sait pas de ce que sera fait demain. Si demain, on n'a pas un pouvoir réactionnaire qui va s'installer en France, et la gauche, la droite auront ouvert une brèche dans le dispositif constitutionnel. Et c'est ça le danger. Et lui-même, il est binational. Parlons d'un autre danger qui a été d'ailleurs déclaré par certains imams après le 13 novembre. Quelques-uns ont dit « on a eu des indulgences coupables ». Qu'est-ce que vous répondez à ça? Pouvez-vous m'expliquer, préciser la... Il y a des imams français qui ont peut-être regretté d'avoir été silencieux à d'autres moments où d'autres victimes sont tombées. Je pense par exemple à Malala, cette petite fille qui va à l'école et il y a 5 types qui l'attendent pour lui mettre courageusement 2 balles dans la tête. Il n'y a aucune réaction du monde musulman à cette époque-là. Il n'y en a pas. Est-ce que par exemple... mais par exemple, le monde arabe descend dans la rue parce qu'il y a des dessins. Alors qu'ils auraient dû descendre parce que... Alors, est-ce que vous ne croyez pas... Pardon, je finis. Est-ce que vous ne croyez pas que l'islam de France, etc., a été un peu... je vais employer une expression un peu facile, un peu mou du genou? Oui, je pense qu'il y a eu ce problème. D'ailleurs, regardez par exemple l'instance de dialogue qui a été mise en place il y a 6 mois par le ministère de l'Intérieur. Ils ont fait 4 tables rondes. Il n'y a aucune qui traitait de la prévention de la radicalisation. Et depuis les attentats, la prochaine instance de dialogue sera consacrée à la prévention de la radicalisation et au discours contre-radical. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas pris le taureau par les cornes. Et bien sûr, mais il n'y a pas... Ça veut dire, je cite aussi Halimi, par exemple. Aujourd'hui, il y a tout un travail à faire au niveau du langage, du discours. Il faut être sans concession sur... Et par exemple, parle-moi d'islam. Au nom de l'islam spirituel et humaniste, on lutte contre toutes les formes de haine, que ce soit le fanatisme religieux, salafiste, violent, que ce soit l'islamophobie, le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Il faut être clair. Aujourd'hui, on a bien compris votre combat, comment il se construisait petit à petit. Qu'est-ce que vous attendez? Là, je reviens à la politique et au gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez comme type de réponse? Et mettons de côté, on a compris votre position sur la déchéance, mais qu'est-ce que vous attendez comme type de réponse? Par exemple, vous avez cité les banlieues. Régulièrement, ce débat revient. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les banlieues? Est-ce qu'il faut faire un plan Marshall, etc. Qu'est-ce que vous attendez, vous, concrètement? Ça passe par quoi? Est-ce que c'est une réponse économique? C'est ce que disait Emmanuel Macron hier à la une du Monde. Il disait la réponse doit être économique. Est-ce que ça doit être une réponse idéologique, religieuse, sociale? Mais en fait, on a besoin de toutes les réponses. Le problème, il est multifactoriel. On a besoin d'une réponse globale. Mais je vais vous dire mon sentiment personnel. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas du tout aux politiques. J'attends rien des politiques. J'attends rien du gouvernement. Je m'adresse à mes concitoyens français. Je m'adresse à mes compatriotes. Dans notre triptyque républicain, on a 3 principes: liberté, égalité et fraternité. On a toujours travaillé, œuvré pour la liberté et l'égalité. La fraternité a toujours été laissée de côté. Mais la fraternité ne se décrète pas par le gouvernement. La fraternité, c'est la décision de chacun tous les jours de la vivre, d'aller les uns vers les autres. Alors j'appelle
mes concitoyens français à œuvrer pour la fraternité. Et en fait, comme disait Mirabeau après la Révolution française, nous commençons aujourd'hui l'histoire des hommes, nous commençons l'histoire des frères. C'est notre combat aujourd'hui, la fraternité. Et bien sûr, tout le reste que vous avez dit, mais je n'ai pas le temps de tout développer. Merci beaucoup, Mohamed Chirani. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur RTL. Il est 8h43. On fait un point sur l'essentiel de l'actualité avec Amandine Begos. Avec bien sûr ce 7 janvier